Bon, mais on va démarrer. Merci beaucoup tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je me présente, Guylaine Demers. Je suis, dans mes temps libres, professeure à l'Université Laval au département d'éducation physique et je suis aussi présidente d'Égal Action et co-directrice du Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport. Et c'est entre autres via ce centre de recherche-là, e-Alliance, par lequel on a fait un projet de recherche sur les hommes alliés en sport. Et la rencontre d'aujourd'hui, un peu, c'est un peu l'aboutissement de ce projet-là, la première phase où on avait le goût de partager avec vous, ce qu'on a appris du côté de la recherche, mais surtout de vous permettre, en fait, d'échanger avec des personnes qui ont vécu à la fois d'être eux-mêmes des hommes alliés ou être des femmes qui ont dans leur entourage des hommes alliés et de voir un peu l'impact que ça a. Alors, juste quelques mots sur la logistique. Évidemment, là, on commence à être habitué là, avec les règles d'usage, de vous assurer de fermer votre micro et la boîte de discussion va être ouverte, évidemment, pendant toute la durée du panel pour vous permettre d'inscrire vos questions que vous avez soit pour l'ensemble des panélistes ou pour une personne en particulier. Je vais essayer d'être vigilante pour pas en échapper. Alors, notre objectif, c'est vraiment euh, on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout le moins, dans les 50, 45, 50 prochaines minutes, partager avec vous ce qu'on a appris, apprendre de l'expérience des gens qui sont avec nous et finalement vous permettre de poser des questions. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos 4 panélistes qui ont accepté d'être là. Et oui, j'ai oublié de mentionner la rencontre d'aujourd'hui va être enregistrée pour nous permettre justement de la mettre en ligne par la suite. Et puis certainement que les organisations qui sont là avec nous aujourd'hui vont le faire. Égal Action, ce sera sur notre site, e-Alliance également. Alors, pour les gens qui n'auront pas pu assister, le webinaire va être accessible. Alors, dans les personnes qui sont présentes avec nous, je vais y aller dans mon écran en commençant par la gauche. Alors, on a Mathieu Chamberlain qui est directeur général de Soccer Québec depuis janvier 2018, juste avant la pandémie. Question de te donner un petit peu de punch dans les débuts de de ta carrière de DG à Soccer Québec. Ça fait une dizaine d'années qu'il est en gestion au sein de diverses organisations québécoises de soccer et lui-même passionné de soccer et il est là depuis au moins une vingtaine d'années. Il a occupé de 2014 à 2018 le poste de directeur à l'arbitrage au sein de Soccer Québec. Alors là, il était tanné d'entendre les parents chialer, il a décidé de devenir DG. Et en parallèle, il poursuit son cheminement à HEC Montréal en complétant un DESS en management du sport, qui devient de plus en plus populaire d'ailleurs chez nos gestionnaires dans les fédés. Là, on a plusieurs personnes qu'on croise. Alors, merci Mathieu d'être là. Bonjour Yann. Ensuite, j'ai Vanessa qui est kinésiologue de formation. Alors, Vanessa Riopel qui est à Baseball Québec. On peut dire qu'elle est définitivement passionnée de baseball. Pour moi, elle a commencé à lancer quand elle était dans le ventre de sa mère. Parce que Pas ça loin. fait c'est pas loin, hein? C'est ça. C'est vraiment dans ses gènes. Donc, elle a commencé à jouer à l'âge de 9 ans et elle a gravi les plus hauts échelons dans le monde du baseball jusqu'à l'équipe nationale, ce qui fait beaucoup de millage en arrière. Je ne dirais pas de la cravate, il faudrait trouver une autre expression, en arrière de l'uniforme. En tout cas, bref, on en trouvera une. Alors, le mandat de Vanessa à Baseball Québec, c'est de gérer et de développer tout le volet féminin du baseball. Et Vanessa, je te laisserai le plaisir de présenter ce que tu penses du baseball féminin. Et en plus donc de coordonner les équipes provinciales féminines, son objectif, c'est d'augmenter évidemment le nombre de femmes entourant le baseball. Ça inclut les joueuses, les entraîneurs, les administratrices et également les officiels avec l'ensemble des filles et des femmes qui peuvent se joindre au baseball. Alors, merci Vanessa d'être là. Ça fait plaisir. Ensuite, j'ai Olivier Bertrand qui a lui-même deux jeunes filles qui sont très sportives. Alors, en partant, ça donne une certaine sensibilité au papa sur l'accès du sport. Donc, il a toujours eu à cœur l'émancipation des femmes par le sport. Et en tant que DG de Water Polo Québec, il a contribué à la création d'un comité inclusion et parité au sein de la Fédé qui est dédié à mettre en place les conditions gagnantes pour permettre aux poloistes féminines et issues des communautés LGBTQ+, de prendre leur juste place
au sein de la communauté de water polo et Olivier a été l'instigateur en fait d'une initiative qu'on a démarrée sur la mixité en sport pour comprendre dans un contexte de mixité comment on peut s'assurer que les filles vont y trouver leur place, donc qu'elles auront le goût de rester en poste. Et finalement, Valérie Laforge, que j'ai eu la chance de connaître pendant son séjour sur le CA des Galaxions pendant 4 ans. Alors, Valérie est actuellement DG de ski acrobatique, Ski Acro Québec depuis 2020, en plein pendant la pandémie. Elle travaille comme gestionnaire dans le milieu sportif depuis une dizaine d'années. Elle est elle-même bachelière en administration des affaires et elle détient une maîtrise en gestion de projet, ainsi que son titre de PMP. Et elle pourra vous dire ce que ça veut dire, les acronymes, je ne sais plus. Fait que, alors, Valérie, tu nous présenteras PMP de que c'est. Au cours des dernières années, Valérie a notamment travaillé comme directrice du CDESL, qui est Loisirs Laurentides, si je ne me trompe pas, peut-être que non. Valérie, tu me corrigeras. C'est le Centre régional d'entraînement multisport de la région Et, des Laurentides, là, effectivement. Bon, on peut bien être mêlé dans les acronymes. Alors, puis PMP, ça veut dire quoi? C'est Project Management Professional. Wow, c'est comme un ordre professionnel de gestion de projet. Ben, mais sans être un ordre. OK, sans être, oui. Donc, elle a été gestionnaire de plusieurs événements sportifs majeurs et elle a à cœur donc l'avancement des femmes dans le milieu sportif depuis très longtemps et elle siège actuellement sur le conseil d'administration du Club de la médaille d'or. Alors, comme vous pouvez le voir, on a la chance vraiment d'avoir des gens qui sont évidemment passionnés du sport, mais qui sont dans le milieu depuis de nombreuses années. Alors, on va pouvoir certainement profiter de leurs expertises respectives. Alors, sans plus tarder, j'ai déjà prévenu Mathieu que c'était lui qui était pour briser la glace. Alors, tout d'abord, je dois dire, quand c'est le secrétariat à la condition féminine qui a financé ce projet-là qu'on a fait. Et pourquoi ils ont décidé de financer le projet? D'abord, c'est que nos statistiques au Québec, malheureusement, ne sont pas très reluisantes, puis on n'est pas mieux puis pire qu'ailleurs. L'image, le portrait canadien est similaire, puis dans d'autres pays occidentaux également. Ce qu'on remarque, c'est que les filles, il y a toujours moins de filles que de garçons qui font du sport. Et lorsqu'on regarde les postes de leadership, c'est aussi très frappant, que ce soit les postes de présidence sur les conseils d'administration, de direction générale, direction technique, officielle. Alors, aussitôt, puis le coaching, évidemment, aussitôt qu'on regarde ces postes-là, les chiffres sont extrêmement bas. Ça fluctue un peu. Puis si on regarde nos chiffres juste pré-pandémie, alors, les chiffres qu'on avait au Québec, on avait 19 seulement de femmes présidentes de conseils d'administration, 33 de direction générale et 19 d'entraîneurs-chefs. Puis je dois dire, avec Égal Action, ça fait vingtaine d'années. En fait, les premières statistiques qu'on a ramassées, c'était en 1999, ensuite en 2008, puis pour l'année 2018-2019. Puis les chiffres bougent presque pas. Puis dans certains cas, entre autres au niveau du coaching, les chiffres recommencent à descendre, ce qui est particulièrement inquiétant. Alors, c'est ce qui nous a amené à faire ce projet-là, puis à dire, en fait, le fait qu'il y ait moins de femmes en sport, moins de filles, ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème du système. Et pour que le système change, on a besoin de tout le monde, incluant les hommes alliés. Mais ça, c'est beau quand on dit ça, les hommes alliés, mais Mathieu, quand on dit c'est quoi un homme allié, toi, ta définition, comment tu nous présentes ça? C'est une très bonne question. Puis, moi, quand tu nous as envoyé la question, pour moi, c'est quelqu'un qui est conscientisé, premièrement, là, à la cause des femmes dans le sport. On dit que c'est une cause parce qu'avec les statistiques que tu as démontrées, il y a encore du chemin à faire pour atteindre la parité. Puis, on doit se poser, je pense qu'une personne aussi qui doit se poser la question, c'est est-ce que l'organisation dans laquelle il évolue donne la place nécessaire aux femmes pour qu'elles puissent avancer, se développer, puis même atteindre des postes de leadership. Je pense aussi que c'est une personne qui est capable de prendre parole en faveur de la cause, puis de prendre des actions aussi, donc de mettre en place là, des actions pour que comme je l'ai dit, pour que les femmes puissent prendre une place, puis pour en venir là, à des situations paritaires dans son organisation. Super. Olivier,
En fait, si vous comprenez que si Mathieu et Olivier sont là, c'est qu'on les a tagués, identifiés très clairement comme des hommes alliés. C'est pour ça qu'ils sont là, bien sûr. Fait qu'Olivier, qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ce que Mathieu nous dit? Je suis d'accord avec lui que ça prend quelqu'un qui reconnaît l'enjeu. Moi, j'appelle moins une cause plus un enjeu parce que Oui, dans le c'est bon. sens que ça a un rayonnement, cette problématique-là. Alors, l'enjeu est justement, c'est pas nécessairement, pour moi, c'est pas femme ou homme, c'est un membre que je perds, c'est un membre que je peux pas recruter. C'est la même chose pour LGBTQ. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de reconnaître le problème. Puis moi, je me suis rendu compte, j'ai eu des réponses là, de mes membres. J'ai dit, bon, ben, on doit faire une initiative dédiée aux femmes. Il dit non, il me répondait tout le temps, on doit faire une initiative globale parce qu'on manque de recrutement en général. Donc, il y a déjà une dichotomie ici où est-ce que les gens ne reconnaissent pas l'enjeu. Ils se disent, ben non, on a un problème de recrutement, on n'a pas un problème de recrutement de femmes. Mais au contraire, si on recrutait autant de femmes que d'hommes, mon membership, puis probablement que le membership de Mathieu, serait significativement amélioré. Donc, ça, c'est la première chose, c'est quelqu'un qui reconnaît l'enjeu et quelqu'un qui agit pour y contribuer. Moi, j'ai vraiment 2 points. Alors, peu importe qui tu es, si tu reconnais l'enjeu d'une manière sincère et authentique et tu es prêt à agir pour contribuer à la résolution du problème, ben, tu es automatiquement un homme allié, selon moi, parce que après ça, décliner ça, on ne peut pas se permettre d'éliminer personne. Si tu es engagé dans ces deux points-là, ben, bienvenue dans la famille. Merci, Olivier. On va regarder dans le projet qu'on a mené, évidemment, on a questionné des hommes alliés qu'on avait identifiés comme alliés en sport, mais on s'est aussi intéressé à la perspective des femmes. Pour nous, c'est important parce que, bon, les hommes peuvent avoir évidemment leur perception, leur conception de ce que c'est, mais du côté des femmes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour elles d'être entourées et de travailler avec des hommes alliés? Fait que Valérie, je vais commencer avec toi. Mais moi, ça a été dans mon parcours la manière dont un homme m'a fait de la place pour pouvoir évoluer, puis a mis confiance en moi auprès des autres hommes. Donc, j'étais toute jeune, j'avais 22 ans, puis un homme mature de 50 ans, 60 ans, m'avait comme pris sous son aile, puis il m'avait amené dans le groupe en disant, ah, cette fille-là, là, elle va aller quelque part. Là, fait que ça a comme transformé la perception des autres hommes âgés de 50 ans et plus qu'il y avait envers moi, puis ça l'a donné au réseau la confiance que même si j'étais une femme, j'allais être excellente. Pour moi, un homme allié, ça a été tendre la main puis m'amener vers plus loin, où est-ce que je pensais peut-être même pas encore que je pouvais aller. Super. Puis ça fait, pour faire un lien avec la recherche, c'est la distinction qu'on fait entre le mentorship et le sponsorship. Quand on fait du mentorat, c'est que oui, on va prodiguer des conseils, on va échanger avec la personne pour l'amener à mieux naviguer dans le système versus ce que tu expliques, puis l'exemple que tu donnes, Valérie, c'est vraiment du sponsorship, c'est-à-dire où là, les hommes vont ouvrir des portes pour des femmes. Ils vont vraiment aller au bas, vont aller au devant, puis tu donnes un super exemple. Puis en fait, la recherche a démontré, oui, le mentorship, c'est bon, le mentorat, mais quand on arrive au niveau du sponsorship, c'est beaucoup plus efficace, effectivement, que juste le mentorat. Alors, oui, tu voulais continuer. Surtout quand la personne a une crédibilité dans le milieu. Là, pour moi, je vais le nommer, là, c'est Jacques Petit qui a fait toute la différence dans mon parcours sportif. Puis si ça n'avait pas été de Jacques, je ne serais pas où est-ce que je suis présentement. Là, ça, c'est bien certain. Là. Vanessa, de ton côté? Ben écoute, moi, je suis d'accord avec Mathieu, Olivier, Valérie. Là, pour moi, écoute, je ne serais pas ici, je ne serais même pas sur l'équipe nationale. Puis, j'aurais probablement pas joué au baseball, même si un sport que j'adore, que j'ai commencé dans la rue, s'il n'y avait pas eu des hommes alliés. Quand tu m'as demandé, Guylaine, d'en faire partie, on dirait que j'ai fait une rétrospection de ma vie au complet, puis je me disais, aïe, finalement, là, dans toutes les étapes de ma carrière jusqu'à l'équipe nationale, probablement que j'ai rencontré des hommes qui étaient conscients qui pouvaient faire une différence chez les filles, mais qui avaient vraiment une forte croyance en l'égalité, en l'équité aussi. Puis, tu sais, moi, je vois ça un petit peu que tu n'as pas besoin, exemple, à l'école, d'être victime d'intimidation pour pouvoir aller donner un coup de main. Puis, même si c'est la personne qui est populaire, ben, tu peux donner un coup de main puis faire avancer la cause de l'intimidation. Puis,
je vois un peu une corrélation avec le fait que les hommes, ils ils font partie de l'équation. En fait, on a vraiment, vraiment besoin d'eux. Puis, si je suis aujourd'hui ici, c'est vraiment à cause des hommes que j'ai rencontrés. Là, je pourrais en nommer. Écoute, ma liste était longue. Là. Je me suis dit, je vais nommer des petits exemples. Puis, je n'étais plus capable d'arrêter. Puis, finalement, je pense que c'est vraiment les hommes. C'est sûr que je suis dans le baseball aussi. C'est vraiment. Moi, j'ai été la seule fille dans une équipe, mais aussi dans une ligue. Je n'ai pas vu dans tout mon baseball mineur d'autres filles sur les terrains. Puis aujourd'hui, on a une ligue féminine avec 150 équipes et plus. Là, puis je ne suis pas si vieille que ça. Là, donc, l'écart en 15 ans a été complètement énorme. Wow, super. Oui, j'ai vu les chiffres en baseball, c'est assez impressionnant. Là. D'ailleurs, Amélie, qui est derrière l'écran, que vous ne voyez pas, a écrit une étude de cas spécifiquement sur le baseball pour inspirer d'autres sports en disant que quand il y a une volonté, clairement, les choses peuvent changer. Là. Ben, je pense qu'Olivier, tantôt, il parlait de l'enjeu. Là, puis, Baseball Québec ont mis de l'investissement. Puis, ils m'ont engagé juste pour le volet féminin puis se concentrer là-dessus. Puis, malgré la pandémie, on a été en augmentation au niveau du membership. Puis, c'est seulement à cause des femmes. Là. Fait que, ça a été. Olivier avait tout à fait raison tantôt de parler d'enjeu puis de se concentrer vraiment sur les gars et les filles et non pas de généraliser. Oui, parce que Olivier, quand on dit le business case, l'argument des affaires, c'est que c'est 50 de la population, les filles et les femmes. Fait que comme gestionnaire, est-ce que tu veux laisser de côté 50 du potentiel ou tu dis, ben là, il me semble qu'il y a une évidence qu'on devrait aussi cibler cette population-là, absolument. Là, vous avez donné quelques exemples de comment on reconnaît un homme allié, mais j'aimerais ça que vous me donniez vraiment des exemples très concrets d'actions qui sont menées par des hommes alliés pour inspirer ceux qui nous écoutent en ce moment de dire, ben voici des choses concrètement que vous pouvez faire et puis ça ne coûte pas toujours 1 million là, nécessairement. Et fait que, ben, Vanessa, tu es là, je vais te laisser commencer vu que tu étais déjà en train de parler de Baseball Québec et de certaines initiatives. Fait que concrètement, qu'est-ce qui a été fait de votre côté par les hommes qui t'entourent, là, commençant par le DG? En fait, Maxime Lamarche, c'est un allié assez incroyable. Puis, quand on parlait, là, Mathieu ou Olivier parlait de croyances, là, tu le vois dans la façon qu'il parle, tu le vois même avec sa famille, quand on a des meetings de bureau, tu le vois que c'est ancré en lui, cette cause-là, puis que c'est pas du paraître pour aller même juste chercher du membership, mais c'est vraiment une croyance en lui. Fait que c'est sûr que la tête au niveau du baseball québécois est gérée par quelqu'un qui est vraiment à la cause et même que c'est ressenti. Mais concrètement, moi, on a parti une académie, la première académie haute performance qui est l'ABC à Trois-Rivières. Il n'y a aucune académie qui permettait, qui était conçue et pensée pour les femmes. Même en Amérique, là, on a essayé de faire des recherches. C'était tout le temps des académies ou des sports-études au départ, c'était des gars, puis que les filles étaient les bienvenues. Puis, c'est super aussi, là, je pense que c'est grâce à ça que ça a monté. Mais là, ce qu'on voulait, c'est vraiment de penser vraiment aux femmes, puis de créer ça, puis que ce soit leur place à elles, où elles sont la priorité, puis où est-ce que cette ambiance-là, on est des spécialistes aussi au niveau de ces athlètes-là pour les rendre à l'équipe nationale. Puis, j'ai travaillé en équipe avec Steve Hager, qui est propriétaire du Baseball 360 à Trois-Rivières, puis moi, quand j'ai vu cette place-là, j'ai fait « Wow, moi, j'aurais aimé ça, m'entraîner là quand j'étais sur l'équipe nationale. » Je l'ai rencontré, puis il a dit « Wow, OK, parfait. » Puis je voyais que lui aussi, c'était ressenti. Puis une action concrète, la première année, là, on a payé 0 $ de tout l'équipement, de toute la place au Baseball 360. C'est un investissement énorme que si on n'avait pas eu le partenariat et la croyance profonde de Steve Hager, l'académie, elle n'existerait pas aujourd'hui. Puis
plus tard, ben ça, c'est, tu sais, présentement, on a 15 filles. L'année prochaine, on a déjà 25. C'est des filles qui vont se développer incroyablement. Puis ça, ben ça va faire rêver les plus jeunes de pouvoir y accéder. Donc, tu sais, ce petit geste-là concret de vraiment y croire, là, c'est pas juste baseball 360, encourage. Non, non, tu sais, ça, c'est caché. Ça n'a même pas été publié, rien. Il le fait simplement pour la cause ressentie, non pas pour un pitch de vente, parce que vous êtes les premiers à le savoir, sauf la fédération. Là, fait que Oui. ça, je pense que c'est un geste assez énorme. Super. Olivier, si on continue dans tu peux évidemment utiliser ton exemple à Water Polo parce que je sais qu'il y a vraiment des actions très concrètes que vous avez menées. En fait, c'était mon plan, mais j'ai une autre histoire à raconter. Vas-y, on aime ça. Je veux pas prendre la sellette, je vais prendre un petit peu de temps parce j'ai eu l'occasion de rencontrer un bâtisseur de water polo qui malheureusement est très malade. Donc, je l'ai eu en entrevue, puis l'entrevue va passer là, dans l'infolette qui s'en vient. C'est une longue entrevue. C'est un monsieur qui s'appelle Claude Lavoie. Claude Lavoie a été un pionnier pour le water polo féminin. C'est un gars de Québec. Puis, pour la petite histoire, il était coach au club de Sainte-Foy et tout le monde voulait coacher les garçons. Et lui voulait coacher les garçons, puis l'autre coach voulait coacher les garçons. Ils ont fait pile ou face et il a perdu. Et il s'est retrouvé avec les filles. Et là, je fais une ellipse. En 2000, il est l'architecte du water polo aux Olympiques. C'est grâce à lui que, entre autres, le water polo est arrivé aux Jeux olympiques en 2000. Donc, ça, c'est mon petit teaser pour aller voir l'entrevue. Mais je veux juste vous dire que ça, c'est quelqu'un qui a commencé avec un préjugé. Moi, je veux coacher les gars, qui a fini comme un ambassadeur et qui a tout remué. C'est entre autres lui qui a orchestré la manifestation des filles en speedo de masculin. On va toujours se souvenir de la une des journaux là, où est-ce que les filles étaient torse nu et se disaient ben, ça prend un speedo de garçon pour aller aux Jeux olympiques pratiquement. Donc, c'était quelqu'un aussi, je pense que comment reconnaître quelqu'un qui est un homme allié, c'est quelqu'un aussi qui est prêt à compromettre sa propre réputation, sa propre intégrité pour aller au-delà des tabous, puis repousser les limites. Puis cette personne-là, Claude Lavoie, a vraiment été quelqu'un qui a agi d'instinct aussi. Il n'y avait pas vraiment de plan. Il a vu les opportunités, il les a saisies. Il s'est fait des ennemis, mais en bout de ligne, ben, les Jeux olympiques ont le water polo depuis Sydney en 2000. Donc, je n'irai pas plus loin avec ça, mais ça étoffe bien un peu un prototype d'homme allié, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à défoncer les barrières et de mettre sa propre crédibilité en jeu pour faire avancer l'enjeu en question. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est quand justement on travaille pour que le statu quo change et que la situation évolue puis avance pour le mieux, bien, souvent les personnes les mieux placées pour justement aller au bat, n'est-ce pas Vanessa? Quelle expression? Donc, pour y aller, bien, c'est des personnes qui, lorsqu'on réalise qu'on est dans une position, je vais dire, d'autorité, mais aussi sécuritaire. Je prends ma position, moi, à l'Université Laval, je suis prof permanente maintenant. Tu sais, à moins que je tue quelqu'un, ils sont pris avec moi jusqu'à la fin des temps. Fait que, tu sais, j'ai le pouvoir d'utiliser la parole publique pour faire avancer puis brasser à cabane parce que moi, je sais que je ne perdrai pas ma job demain parce que je fais ça. Là. Tu sais, et quand on réalise qu'on est dans une position privilégiée et qu'on s'en sert, mais ça peut être étonnant, effectivement, les résultats qu'on peut obtenir. Mais je tiens à dire, par contre, que encore une fois, pour la petite histoire, le prix à payer pour lui, c'est qu'il n'a pas été invité aux Jeux olympiques de Sydney. Parce qu'il s'est tellement mis de gens à dos, probablement, là, à brasser la cage. L'équipe s'est rendue, mais lui n'a jamais été invité, donc il n'a jamais été témoin du résultat final de sa quête. Donc, il y a des prix à payer aussi qui sont minimes quand on pense aussi aux enjeux féminins, mais ça prend quand même quelqu'un qui est prêt à tout laisser de côté parce qu'il considère qu'il est engagé dans un processus qui est indispensable. Donc, ça j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme-là que j'ai rencontré il y a peut-être un mois. Donc, c'est impressionnant. Merci. Et M. Soccer, Mathieu,
Oui, oui, je vous écoutais, puis il y a il y a quelques exemples qui me viennent en tête, puis peut-être je sortirai un petit peu du terrain de jeu, là, laisser les joueuses, mais y aller avec ce qu'on a fait là, pour améliorer là, la participation des femmes dans le sport. Au soccer, grosso modo, c'est 40% de participation féminine. Okay? On proche la parité, oui, il ne faut pas, je veux dire, faut pas s'asseoir sur nos lauriers, on a encore beaucoup de travail à faire, puis on voit que c'est peut-être une tendance qui diminue, puis surtout avec la pandémie, on a vu beaucoup, surtout chez les adolescentes, où est-ce qu'elles arrêtaient. Mais où est-ce que je voudrais aller, c'est 3 rôles dans le soccer. Premièrement, au niveau des entraîneurs, on avait moins de 20% d'entraîneurs féminins. Donc, c'est quand même un gros enjeu quand on dit qu'il y a quand même 40% là, de participants. Donc, et puis, quand on monte dans les niveaux de compétition, bien là, ce taux-là, il diminue drastiquement, puis même quand on se rend au plus haut niveau, donc par exemple au niveau des équipes du Québec. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est 2 choses. Premièrement, on a mis en place l'Académie des éducatrices. Puis la beauté, en fait, la beauté du soccer, c'est qu'on a 18 associations régionales où est-ce que toutes les associations régionales ont embarqué. Donc, on a des jeunes entraîneurs de partout au Québec où est-ce qu'ils embarquent dans l'Académie des éducatrices, où est-ce qu'elles se font mentorer aussi durant l'année. Donc, d'avoir un mentor à qui elles peuvent poser des questions qui ne sont pas nécessairement de leur club, mais ils sont de leur région, puis avec lesquels ils peuvent échanger, avoir des ateliers. Puis aussi, bien, il y a des événements communs, un événement commun à la fin de l'année. Donc, ça, c'est une chose. Puis aussi, ce qu'on a créé, c'est les bourses Respect et Sport, donc avec un partenaire qui est le groupe Respect. Et puis, ce qu'on a fait, c'est attribuer 100% de la somme qu'ils nous donnaient pour payer les formations des entraîneurs de des femmes qui voulaient aller parfaire, aller chercher leur diplôme dans les entraîneurs, parce que, comme je l'ai dit, plus qu'on montait dans la structure, plus que ce taux-là diminuait. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a mis en place. La deuxième chose, puis on en parle très peu, c'est au niveau des conseils d'administration. Soccer Québec, on est parti d'une gouvernance où est-ce qu'on avait environ 1, 2, des fois des années 3 femmes sur des conseils d'administration de 21 administrateurs. Donc, si on regarde le taux, là, c'est excessivement faible. À un moment donné, Soccer Québec est arrivé à un changement de gouvernance, puis on dit oui que ça prend un homme allié, mais je dirais que ça prend des hommes alliés, puisque des fois, un homme ne peut pas porter une cause tout seul, surtout quand on fait des changements comme ça. Donc, je dirais, puis pour le nommer avec le président de notre organisation, Pierre Marchand, on croyait avoir plus de femmes sur le conseil d'administration, et puis on a mis des règles quand même dans nos règlements généraux, des règlements novateurs pour s'assurer qu'il y ait une parité et puis qu'il y ait minimalement 40% de femmes là, sur notre conseil d'administration. Et puis, ça fait 2 ans. Et puis ça, c'est des choses qui ont été mises en place, qui sont concrètes, puis on voit clairement un avancement. Donc, ça, c'est un exemple. Puis le dernier exemple, là, je vais me faire plaisir, c'est un petit peu d'où est-ce que je viens, c'est au niveau de l'arbitrage. L'arbitrage au Québec, c'est 27% de femmes d'impliquées. Il y a encore du chemin à faire. Mais je dirais, il y a des beaux exemples qui se font. Donc, je donne par exemple une compétition qui est les Jeux du Québec. Et puis, nous autres, on a une compétition qui est le tournoi des sélections régionales, une année où est-ce qu'il n'y a pas les Jeux du Québec. Ce qu'on demande, c'est avant, on demandait à chaque région de fournir 2 arbitres. À partir de 2014, ce qu'on a demandé, on ne vous demande pas 2 arbitres, ce qu'on vous demande, c'est un arbitre masculin et un arbitre féminin. Et ça, c'est non négociable. Et puis, ça a commencé à faire. Puis là, maintenant, au début, ça a beaucoup critiqué, c'est difficile à trouver, mais finalement, c'est rendu dans la culture. Puis chaque région envoie un arbitre masculin, un arbitre féminin à cette compétition-là. Et puis, on se disait, wow, on a fait le travail à l'époque. Puis ensuite, moi, j'ai quitté la direction générale. Puis la personne qui m'a succédé a amené ça à un niveau supplémentaire, c'est-à-dire, et puis pour le nommer, qui est Sébastien Dubé, les personnes qui encadraient les arbitres pendant cette semaine-là s'assuraient aussi d'avoir 50% d'hommes et 50% de femmes. Pour lui aussi, c'était important. Et puis, des fois, c'est des endroits où est-ce qu'on ne voit pas et dire, hey, là, on pourrait faire un effort supplémentaire pour aller chercher. Puis après ça, on voit les résultats. Nous autres, c'est notre porte d'entrée vers nos différents programmes de développement. Puis on regarde le Québec sur la scène nationale, internationale au niveau de l'arbitrage et très, très bien représenté. Donc, ça, c'est des petites actions qu'on fait à la base, mais qui peuvent directement influencer quelques années plus tard le haut de la pyramide. Donc, c'est les 3 petits exemples que je vous dirais
qui s'est passé à Soccer Québec. Bien, merci. Tu as soulevé un point aussi important, c'est-à-dire que les changements n'arrivent pas en 24 heures, là. Donc, ça prend de la patience aussi. Il faut reconnaître quand on met en place des règles, certaines règles, des obligations comme un homme, une femme dans l'arbitrage, ben oui, ça veut dire qu'on impose un changement de culture. Puis effectivement, on peut rencontrer de la résistance. Puis Valérie, je te voyais sourire pendant que Mathieu expliquait ce qui se passait. Fait que je vais te donner la parole pour la suite. Mais je vais faire du pouce sur ce que Mathieu disait parce que non seulement il faut mettre en place des initiatives au quotidien, parce qu'on a parlé beaucoup de défoncer des portes, mais le travail que Mathieu explique, c'est vraiment un day-to-day work, là. Ça veut dire qu'à chaque action, à chaque réflexion que tu as comme homme allié ou femme alliée, en fait, comme personne alliée de la cause, doivent être réfléchies en fonction du fait qu'effectivement, on vise l'équité entre les genres. Puis, à partir du moment qu'on fait ces initiatives-là, je dirais que la prochaine étape, c'est de les communiquer, de bien les expliquer et de bien les valoriser. Fait que c'est important aussi que dans nos initiatives de communication, on mette autant de l'avant une femme leader que l'homme leader. Puis on oublie parfois de le faire dans nos communications au quotidien parce que c'est plus facile d'avoir la photo qui est la plus proche des deux. Mais en tant qu'organisation, on se doit de mettre aussi en action dans nos communications ce qu'on fait de bien. Fait que si on fait des choses comme Mathieu explique qui ont été mises en place, bien, il faut aussi les communiquer à l'extérieur pour que l'ensemble de la communauté embarque, se mobilise là, dans cette série d'actions-là. Ça va amener aussi dans le processus à avoir des idées qui émergent de la communauté. Moi, quand je suis arrivée à Ski Acro Québec, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je ne suis pas une skieuse acrobatique, là, je ne fais même pas de ski. Donc, je n'arrivais pas avec un background du ski acrobatique, mais j'arrivais avec un background de la gestion du sport. Ça m'a permis d'aller chercher dans la communauté une série d'idées qui émergeaient de gens qui avaient vécu des expériences et qui s'étaient dit, bien, moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait telle solution, j'aurais aimé ça qu'il y ait telle opportunité. Et en écoutant la population, bien, on a une petite communauté, là, on a 1000 membres, c'est pas comme Soccer, là, mais en écoutant nos membres, on est capable de mettre en place des initiatives qui leur ressemblent, qui répondent à leurs besoins. Fait que je dirais que dans toute la stratégie de mise en place, là, il y a vraiment l'aspect de communication qui est important, qui est bidirectionnel là, pour vraiment mettre en place des solutions qui conviennent à ce qu'on a comme besoin sur le terrain, autant des athlètes, mais aussi et surtout des leaders, parce que c'est par eux aussi que les initiatives s'installent. C'est ce que je voulais rajouter, Guilhem. Merci bien. Ce qu'on a avec le projet qu'on a fait, il y a, puis d'ailleurs, il y a, on va publier prochainement un résumé de ce qu'on a appris du projet qu'on a fait avec un certain nombre de fédérations québécoises. Et dans les actions qui ont été identifiées pour reconnaître, en fait, un homme allié, qu'est-ce que ça fait? Alors, en plus de ce que vous avez identifié, il y a vraiment 3 qualités qui ont émergé des entrevues qu'on a faites, des focus group, des questionnaires. Le premier, puis ça rejoint beaucoup ce que Olivier disait, c'est de réfléchir comme homme allié à ses biais personnels. Et être capable de reconnaître qu'on a des préjugés, on en a tous et toutes, là. Il n'y a personne de parfait. Moi, la première, on a tous des biais, des préjugés par rapport à certains groupes de personnes. Et dans le cas des femmes en sport, des filles en sport, il y a souvent des biais inconscients qu'on a et finalement, on continue à faire les mêmes choses sans se rendre compte vraiment qu'on les fait. Fait que cette première qualité-là, c'est de dire qu'on prenne le temps justement de réfléchir à nos actions puis de dire, des fois, je veux bien faire, mais peut-être que je perpétue une iniquité sans savoir que je le fais. Et ce qui fait que dans les actions qui étaient identifiées dans le projet qu'on a fait, il y avait beaucoup de consulter les femmes qui souvent, là, tu vois, Valérie, tu donnais l'exemple, j'ai consulté les gens dans ma communauté puis leur demander, à l'intérieur même des organisations sportives, de consulter les femmes parce qu'à plusieurs moments, il y a des femmes qui nous ont dit, en fait, on aurait certaines solutions à proposer, mais on n'est pas consulté nécessairement. Puis ce n'est pas pour mal faire, mais ça aussi, ça fait partie des actions très concrètes qui ont été identifiées des alliés de dire, je vais consulter les femmes, puis aussi je vais
je vais reconnaître le travail. Puis ce que tu disais, Valérie, de mettre le spotlight sur soit des leaders, des gens qui font des choses, des actions qu'on fait pour en inspirer d'autres. Mais ce qu'on disait, c'est qu'à l'intérieur même de nos organisations, souvent, le travail des femmes est très invisible. On ne le voit pas. Puis j'aimerais même rajouter que en général, les femmes, ils vont parler moins fort que les hommes. Fait que dans une même focus group, dans un même groupe de communauté, on entend moins. Fait qu'il faut quand même faire exprès de donner plus la parole à des acteurs féminins qui, normalement, puis là, c'est un biais négatif que je dis moi-même, là, mais normalement, les femmes parlent moins fort et revendiquent moins que les hommes le font pour leurs propres intérêts. Puis écoute, je ne suis pas statisticienne là-dedans, Glenn, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais c'est ce que j'ai vécu là, dans mon humble vie. Mais en fait, on était un peu socialisés de cette façon-là, à être gentille et collaborative. Et c'est encore pas mal le cas, ça évolue, mais effectivement, la recherche appuie ce que tu viens de dire. Je vais continuer en fait, en faisant du pouce sur les commentaires que vous avez identifiés, puis entre autres, quand on dit il y a un prix à payer, on peut se faire des ennemis, c'est pas toujours très valorisant, c'est-à-dire que moi, mes 2 frères étaient dans la police, là. Tu sais, c'est le genre de job, tu dis les gens, quand ils sont dans la merde, ils t'appellent, mais sinon, tout le monde est à la police, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Donc, de dire quand on est un homme allié, est-ce que nécessairement on s'en va dans une fosse au lion, puis il faut être prêt? Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir justement les hommes alliés? Y a-t-il des pistes? Fait que Valérie, comme tu es là déjà, jeter dans ma face, c'est toi qui es en. Alors, je vais te laisser partir le bal. Je pense que c'est dans la communication de nos attentes. On dirait que, bon, peu importe comment les hommes vont se positionner au final, c'est de bien comprendre quelles sont les attentes des femmes pour eux, envers eux, comme alliés. Puis je pense que ça se demande ou comme ça se vérifie dans des discussions plus informelles, mais de savoir où est-ce qu'on s'attend qu'ils travaillent ou dans quel genre d'initiative on s'attend à ce qu'ils puissent mettre des efforts. Déjà là, ça va réduire les potentielles insatisfactions ou travailler dans le vide, tu sais, en visant vraiment là, les points les plus propices à faire un changement qui est notable. Là. Fait que je te dirais que pour moi, là, une partie du succès, c'est dans la communication des attentes. Puis ensuite, d'encourager ces initiatives-là qu'on met en place, tu sais, qu'on les félicite, ces hommes, d'être à la hauteur de ce qu'on s'attendait qu'ils soient. Puis on reconnaît leur travail. Puis ça, qu'ils soient un homme ou une femme, là, c'est toujours important de reconnaître le travail de quelqu'un dans la direction qu'on va. Fait que je pense que cette relation-là de confiance qu'on bâtit, femmes et hommes ensemble, ou peu importe le genre de la personne, ça demeure important là, dans la croissance des projets puis dans l'évolution du développement sportif là, dans son ensemble. Mm-hmm. Puis Olivier, comme c'est toi qui avais mis le spotlight au début sur cette notion, on peut se faire des ennemis ou il y a un prix à payer, comment on peut te soutenir? En fait, je trouve que le prix à payer est de moins en moins grand, là, si je fais un parallèle entre les années 90, les années 50 et maintenant. Donc maintenant, moi, je peux dire la meilleure façon, là, c'est de s'entourer. Moi, je suis pas un imposteur, mais je ne suis pas directement, je ne paye pas personnellement le prix. C'est bien plus les femmes qui ne pratiquent pas le water polo ou le baseball ou le soccer qui payent ce prix-là parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont même pas l'opportunité de peut-être aimer ça. Donc, moi, je pense surtout à ça. Donc, moi, d'aller au front maintenant, la grande beauté qu'on a actuellement, c'est que je m'entoure de champions et de championnes. Donc, moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé fort, mais je suis allé chercher quelqu'un qui est compétent pour gérer le comité inclusion et parité. Donc, avant, c'était moi qui lidais ça. Ça s'en allait nulle part. Dans le sens que j'avais beau essayer de me battre, puis de m'entourer, puis de sonder autour de moi, je n'étais pas le champion de la cause. Alors maintenant, avec Béatrice, que vous connaissez bien, elle sait, là, déjà, là, toutes nos politiques sont féminisées, là, puis c'était non négociable. Alors, c'est parfait. C'est un problème que j'ai pu à gérer parce qu'elle a la crédibilité,
elle a les connaissances, la science et surtout, elle a le feu sacré pour mener ce projet-là à terme. Donc, moi, ce que ça fait, c'est que moi, oui, j'ai facilité l'accès à Béatrice à un certain pouvoir discrétionnaire. Après ça, puis moi, je trouve que ce concept de pouvoir discrétionnaire-là est hyper important et n'est pas assez utilisé. Les hommes alliés doivent utiliser ce pouvoir discrétionnaire-là. Moi, je m'en sers par une discrimination positive, c'est-à-dire qu'on a travaillé très fort pour amener une parité dans notre conseil d'administration au détriment de membres de longue date qui avaient mis des candidatures. Et on a été, mon président s'est mis à l'Assemblée générale annuelle, s'est levé et a dit on a besoin de femmes. Et systématiquement, il a influencé le vote. Mhm. Et il s'est fait fusiller publiquement pendant. Mais c'est légal, on a vérifié, on peut le faire. Il ne s'est pas fait d'amis, mais en même temps, maintenant, on a une avocate qui a de l'expérience multisport et on a Béatrice qui peut gérer mon dossier. Donc, oui, on s'est mis un peu la tête sur le bio par rapport au membership, mais la valeur ajoutée en vaut la peine. Ça, il n'y a aucun problème. Fait que je ne pense pas que le risque maintenant, à l'heure actuelle, est si élevé que ça là, de se faire des amis, entre guillemets. Mhm. Puis Mathieu, de ton côté, du soutien que toi, tu pourrais avoir ou que tu sens que tu pourrais donner aux hommes qui t'entourent aussi là, pour embarquer dans le bateau des alliés? Exact. Puis, tu sais, le soutien que j'ai eu à différentes étapes, mais on a besoin de se faire outiller aussi par les meilleures pratiques. Parce que, souvent, comme j'ai dit, un homme allié, c'est quelqu'un qui est conscientisé, mais il y a des fois des choses qu'il ne voit pas dans l'organisation. Des fois, juste avec une conversation où je donne, par exemple, on peut dire, bon, j'aimerais ça avoir plus de femmes dans notre équipe de travail. Mais c'est dire, est-ce qu'il y a une femme sur le comité de sélection pour venir faciliter ça? C'est des choses comme ça où est-ce que, mais j'y avais pas pensé. Des fois, c'est juste des conversations, puis d'échanger sur les meilleures pratiques. Quand aussi c'est le temps de convaincre, mais d'avoir un argumentaire avec des statistiques, tout ça, on a de plus en plus de ressources qui le font, puis c'est super intéressant. Mais c'est ce qu'on a de besoin, parce que des fois, on a besoin d'outils pour convaincre les non-convaincus quand il faut passer à l'action. Donc, je dirais que c'est surtout ça les besoins qu'on a. D'ailleurs, dans la boîte à outils d'Égal Action, il y a un document qui s'appelle Argumentaire, là, parce que c'est le point de départ. Et puis, je crois en fait, je ne sais pas s'il a été mis là pour ça, mais Soccer Québec, on l'avait demandé pour quand on est arrivé pour changer tout notre mode de gouvernance pour les administrateurs. Donc, je pense qu'il a été mis là un petit peu pour ça, puis c'est super, mais nous autres, on avait un gros chantier devant nous autres, puis on devait convaincre, dire pourquoi on a besoin d'un conseil d'administration avec plus de femmes autour de la table. Non, effectivement. Puis ça, c'est un des rôles que la recherche peut jouer, effectivement. C'est parce que quand on parle d'équité, puis ça, c'est depuis toujours, là, quand on parle de l'équité homme-femme, c'est un sujet qui peut, dans certains cas, moins aujourd'hui, mais être très polarisant, surtout dans le contexte sportif où les filles, les femmes, dans certains sports ou dans certains contextes, sont vues comme dérangeantes. On vient déranger le statu quo, déranger ce qu'on est habitué de faire depuis la nuit des temps. Et lorsqu'on arrive et qu'on veut justement argumenter pour qu'il y ait plus de filles, plus de femmes, bien, il faut sortir le débat du personnel et de l'émotionnel, parce qu'on arrive nulle part dans ce temps-là. Puis ce n'est pas de dire, ben moi, Mathieu, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Non, c'est de dire, ben voici, c'est quoi les chiffres qu'on a, d'avoir vraiment un regard plus objectif sur la situation. Ce qui fait que c'est très difficile, je vais dire, de contre-attaquer quand on arrive avec des arguments issus de la recherche et qui sont objectifs, et de dire, bien là, c'est pas moi qui pense ça, là. Regardez, c'est ça nos chiffres, là. C'est ça, là. Alors, ça, c'est vraiment une des façons, en fait, de faire avancer, certainement, d'outiller sur c'est quoi notre situation actuelle. J'ai une question, Guilhem. Oui. En termes là, de leadership en rôle décisionnel, le pourcentage des femmes présentement dans le sport qui sont en rôle décisionnel, c'est quoi? Bien, au Québec, les derniers chiffres, là, tu vois, ça tourne entre 20
pour les présidences, puis 30 pour les DG. Ouais. Puis quand on est dans le multisport, il y a plus de femmes. Mais quand on est dans le unisport, là, on voit vraiment un drop. Puis au niveau des directions techniques, c'est encore pire. Là, on ne dépasse pas le 20 Parce On que est j'ai comme... l'impression qu'en donnant des opportunités à des femmes d'être dans des rôles décisionnels, on permet à plus de femmes d'avancer dans des rôles de leadership. Parce qu'on a comme cette capacité, puis là, je m'excuse les gars, là, mais les femmes ont comme cette capacité-là à peut-être donner des opportunités plus facilement à d'autres femmes. Je ne sais pas si, Vanessa, tu es un peu comme moi dans ce thinking-là ou je suis à côté de la traque, là, mais... Ben moi, il y a plein de choses qui m'ont interpellée dans le 20 minutes qu'on vient de parler, là, dans Valérie, Olivier. Puis, tu sais, Guylaine, en intro, tu as parlé de baseball féminin, qui est pas mal, pas ma cause, là, mais tu sais, si je peux partir de la retraite de Baseball Québec puis que je vais pouvoir avoir changé cette mentalité-là, c'est quelque chose que moi, en tant que joueuse, puis je ne sais pas si quand je dis baseball féminin, ça titille des oreilles là, dans le groupe, mais moi, en tant que joueuse, ça m'a toujours énervée parce que je me faisais tant demander ah, tu joues au baseball féminin, est-ce qu'on lance par en dessous? Les buts, c'est-tu plus proche? Le terrain, est-tu pareil? Avez-vous quand même 3 prises? Moi, ça m'offusquait. Tu sais, j'adorais jouer avec les gars parce que sur mon chandail, c'était écrit baseball. Puis, même si j'étais une fille, je pouvais jouer au baseball et non pas au baseball féminin. Puis, quand j'arrivais avec mes équipes de filles, puis, tu sais, Valérie, quand tu disais c'est important d'être un homme allié, mais aussi de peut-être avoir quelqu'un de l'expérience qui l'a vécu à côté pour être un homme allié qui fonce, mais qui fonce de façon correcte, dans le fond. Puis, tu sais, Baseball Québec ont fait un travail incroyable au niveau du développement, puis d'avoir plus de filles. Mais dans tout ça, moi, en tant qu'athlète de haut niveau, pendant ce temps-là, c'était baseball féminin, puis il y avait un logo de baseball féminin avec une petite fille, puis il y avait une couette, puis c'était le rose. Puis moi, j'étais comme aïe, moi, je veux être une fille qui, je veux jouer au baseball, puis sur le terrain, j'ai pas besoin d'avoir un chandail qui dit baseball féminin. Je sais que je joue au baseball, puis clairement, je sais que je suis une fille. Donc, puis tu sais, c'est comme si quand on parle, puis on l'entend dans le hockey, on l'entend même, dans le patinage artistique, on pense tout de suite à une fille, mais ça ne devrait pas être ça. Quand que je dis je m'en vais voir un match de basketball universitaire, tout le monde pense que je m'en vais voir les gars. Donc, cette mentalité-là, c'est par rapport à bien la vulgariser puis bien l'annoncer. Là, Valérie, je pense que c'est toi qui parlais de ça. Puis si j'ai un combat à faire au-delà d'avoir plus de membres, d'avoir plus de coachs, mais c'est surtout de comment en parler qui est vraiment important. Puis le sport, là, le baseball, le hockey, c'est à tout le monde, là, le mot. Là. Puis, tu sais, là, on va même dans les pros, là, tu sais. Puis quand on parle d'homme allié, moi, mon plus grand homme allié, ça a été André Lachance, qui était mon coach sur l'équipe nationale, qui est un peu le même modèle que Olivier parlait, un homme qui a été pitché dans une équipe de filles que personne ne voulait coacher. Puis finalement, il a fini par développer des équipes de baseball à Cuba, en France, pour qu'un jour, on puisse être aux Jeux panaméricains, puis un jour, on puisse espérer être aux Jeux olympiques, ce qui n'est pas encore le cas, mais on n'est pas loin grâce à André Lachance. Puis, tout ça, André Lachance a fait en sorte qu'il y a eu plein d'actions concrètes, puis il s'est battu. Puis à un moment donné, j'ai dit, André, sur votre site web là, de Baseball Canada, c'est marqué Men's National Team, c'est marqué National Teams puis Women's. Donc là, tu es en train de me dire que la National Teams, là, c'est aux gars, puis nous, on est comme la Women's. Y a-tu possibilité que tu ajoutes Men's, puis en 2 secondes, c'était fait. Mais là, c'est de changer. Là, écoute, on est plus loin que le baseball. Là. C'est les articles qu'on lit. Fait moi, au sein de la fédération, quand que ça peut être une rencontre, je vois une rencontre des présidents ou quoi que ce soit, tout ce que je vois, des fois, ça me donne c'est volet féminin. Fait que, moi, je le dis à chaque fois. Là. Puis Maxime Lamarche, c'est un allié incroyable. Puis
c'est dans la façon qu'on a été habitué de parler du baseball féminin. C'est très, très, très difficile d'en parler vivement comme ça, puis d'essayer de trouver des façons de volet féminin, de pratiquer par les filles. Puis ça, c'est dur parce que on parle spontanément, puis pendant des années, on a dit baseball féminin, mais ça, je pense que écoute, on va loin là, dans qui est impliqué là-dedans. Là. C'est les hommes, les femmes, les médias, les fédérations, les coachs, les si. C'est un long, mais ça, c'est mon débat personnel qui résume un peu tout ce que Mathieu, Olivier, Valérie, Guylaine ont dit, là, mais c'est de mon vécu en tant qu'athlète qui est rendu à peut-être donner mon expérience de ce que j'ai vécu au niveau de la fédération. Ben, tu touches vraiment. Vas-y, Olivier. Je sais que mon estimé collègue Samuel Ouellette a une question qui lui brûle les lèvres. Je vais juste prendre 30 secondes. Le point important, là, écoute, Vanessa, tu as un nouveau fan qui s'appelle Olivier Bertrand. La raison, c'est que tu as mis le doigt sur le bobo, c'est que le modèle d'affaires des ligues professionnelles, on s'inspire de ça. Alors, là, le message, alors tous les commissaires de ligues professionnelles ne sont pas nécessairement des hommes alliés, malgré qu'ils ont parti du hockey ou du basketball ou tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils présentent le sport comme un produit dérivé. Je pense que le mot, là, c'est vraiment que là, le sport féminin, c'est un produit dérivé. C'est la ligue de basketball. Le jour où ils vont se dire que c'est un chapeau, c'est du basketball, là, après ça, les gens, ils vont dire, je vais écouter une game de basketball, pas une game de basketball féminin. Puis ça, c'est une question de bidou. C'est une question de quelqu'un se rendre compte le potentiel financier de juste dire, regarde, peu importe, qu'il y a des vases communicants au niveau des revenus, où est-ce que les salaires sont redistribués tant du côté des femmes que du côté des hommes via les droits de diffusion. Mais ça, c'est un gros débat. Mais en ce moment, ce qu'on est en train d'envoyer comme message au niveau professionnel, puis ça, c'est les chefs en poste qui sont tous des hommes, c'est que tout ce qui est féminin, c'est un produit dérivé de la vraie ligue qui est. Alors, le jour où ça va. Parce que nous, le water polo, le championnat canadien, c'est un championnat canadien. Après ça, tu as un volet, tu as une division féminine puis une division masculine. Oui, il y a des règles qui changent pour des raisons de fluidité, de vitesse de jeu ou peu importe, mais ça demeure le championnat canadien. Alors, on n'en voit pas le double discours là-dessus. Ouais. Ça, c'est hyper important, mais il faut que ça parte d'en haut. Il faut que ces hommes qui deviennent des alliés se rendent compte que peu importe, c'est du basketball. C'est pas du basketball féminin. Fait que ça, je veux juste renchérir que c'est vraiment au-delà de tous nos efforts. Si ça ne se décide pas où est-ce que l'argent est, ça va être très difficile d'avancer là-dessus. Là, écoutez, c'est fou, là, ça a passé très rapidement. Puis effectivement, il y a une question qui nous est posée. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur où des hommes qui souhaitent devenir des alliés sentent qu'ils n'ont peut-être pas la crédibilité pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on aurait à répondre à ces hommes-là? C'est drôle parce que, tu sais, les femmes qui ont le goût de monter plus haut, ils ont le syndrome de l'imposteur, de est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que. Fait que, tu sais, je suis quasiment. Je suis pas étonnée de la question, mais je trouve ça, tu sais, je trouve ça le fun de voir qu'on le vit de façon dans différents rôles. Mais. Tu sais, de devenir un allié, c'est justement d'enlever le syndrome d'imposteur à une fille que toi, tu ressens présentement. Fait que, tu sais, c'est un peu du donnant-donnant, là, mais tu sais, à quel point quand tu es quelqu'un de populaire dans une école, tu peux te sentir imposteur de voir quelqu'un se faire intimider. Tu peux juste finalement apporter du positif à cette personne-là, d'aller la voir puis de faire en sorte de l'aider. Puis, tu sais, je pense qu'il faut le voir comme ça. Effectivement, peut-être que ça prend du courage d'être cette personne-là qui va aller aider celui qui se fait écœurer à l'école ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est super important. Puis, tu sais, moi, je suis très visuelle. Là, fait qu'on dirait que je fais des liens de partout. Mais, tu sais, il y en a peut-être qui vont me trouver bizarre de dire ça, mais tu sais, quand Jay du Temple est arrivé à la télé avec du Kitex, là, puis tu sais, c'est un gars qui adore les femmes, puis avec tous ses looks, puis avec la notoriété de l'émission Occupation Double,
ça a fait en sorte que ben, dans les écoles, J du Temple est tellement populaire que là, ben, il y a des gars qui étaient en devenir de devenir trans. Puis grâce à ce geste-là, puis il n'y a pas eu besoin de parler pour la cause, grâce à ce geste-là qu'on a tous vu, ben finalement, c'est rendu correct de voir un gars avoir du Kitex puis de bien s'habiller comme il veut. Puis il a enlevé une barrière qu'il n'y avait même pas besoin de militer pour, mais qu'on voyait que c'était Pour ses ancré en actions. lui, tu sais, dans ses Mhm. actions. Puis c'est un petit peu ce que j'observais quand je dis que j'avais fait le récapitulatif de ma vie. Puis j'étais là, aïe, tu sais, ces gars-là, c'est vraiment ancré en eux. Mhm. Puis ils ont posé des gestes, pas pour dire à la parade de tout le monde que je suis pour la cause, parce qu'ils le ressentent vraiment, tu sais. Mhm. Puis si je peux compléter, c'est en fait, c'est pour moi une des actions principales des hommes alliés, c'est de consulter les femmes, d'aller poser des questions. Fait que quand on a ce fameux syndrome de l'imposteur, ce que je dirais, c'est n'hésitez pas à aller demander aux femmes autour de vous, y a-t-il une façon particulière qui t'aiderait davantage? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ce serait quoi le meilleur levier pour que je te soutienne, que je fasse avancer la situation, etc. Fait que n'hésitez pas à aller poser des questions aux femmes. Et souvent, ben, on a les réponses, pas tout le temps, mais ça va nous arriver. Là, il y a Mathieu, ça fait longtemps qu'il a parlé. Je ne sais pas si tu voulais dire quelques mots sur justement ce syndrome de l'imposteur ou ce que Vanessa parle du soccer féminin. Ben, c'est tellement une bonne question là, de Samuel. Puis moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a 3-4 ans, j'aurais cru participer à un panel sur l'avancement des femmes en sport? Puis est-ce que j'aurais eu le syndrome de l'imposteur? Oui, clairement. Mais là, le fait qu'on l'amène sous forme d'homme allié, moi, je dirais, qu'est-ce qu'on a besoin pour, c'est inclure les hommes dans la conversation. Puis, tu sais, Guylaine, ce que tu dis, c'est oui, encourager les hommes à aller voir les femmes davantage, mais il faut que ça soit vu. Puis, je vais prendre le terme que lui utilisait. C'est un enjeu, mais c'est un enjeu de société. Il n'appartient pas seulement aux femmes. Fait que, c'est de l'ouvrir, puis d'ouvrir ces espaces de discussion-là, puis d'inviter les hommes aussi à en faire partie. Puis ben, peut-être que ça faciliterait les discussions quand il y aura des décisions plus difficiles puis un petit peu plus courageuses à prendre. Donc, c'est un petit peu ça, mais je vois que ça évolue quand même très rapidement. Comme je vous disais, il y a 5 ans, j'aurais jamais cru penser faire partie d'un panel, mais là, aujourd'hui, ben, en l'amenant sous forme de garde, il faut parler des hommes alliés, mais c'est super pertinent, puis il faut inclure tout le monde dans la conversation. Mathieu, ce que tu dis, je pense que c'est particulièrement intéressant parce qu'effectivement, Glenn, si tu viens il y a 5 ans, quand on a regardé la possibilité d'avoir un homme sur le conseil d'administration des Galaxions, c'était comme un grand changement qui finalement nous amène 5 ans plus tard à avoir, je pense que Francis est toujours sur le conseil d'administration, un homme qui fait partie de cette discussion-là dans un rôle décisionnel, mais les femmes ont fait la place aussi à cet homme-là. Et donc, je pense que dans le partenariat, là, pour enlever le syndrome d'imposteur, c'est vraiment une relation partenariale entre les hommes et les femmes, moi, que je vois, qui est pertinente pour le développement futur. Là. De ne pas voir qu'on est deux différents, mais qu'on fait une équipe, finalement. Absolument. Écoutez, l'heure est déjà passée. Ça a filé vraiment rapidement. Je vous remercie tous les 4. Ça a été super intéressant. Puis je suis certaine, Vanessa, qu'il y en a qui vont repartir avec des choses à vouloir changer parce qu'effectivement, le langage, c'est le premier levier qu'on a. Comment on en parle du sport pratiqué par les filles, par les femmes, ça part de là clairement. Et le langage, on le voit dans nos règlements généraux, dans nos politiques, sur notre site web, sur nos gilets, partout, absolument. Alors, je vous remercie et je vous rappelle que ce sera disponible. On va aviser évidemment tout le monde. On va en faire la promotion quand le vidéo sera prêt à être visualisé. Et également, l'infographie qu'on a développée à partir de ce qu'on a appris sur les hommes alliés. Donc, c'est 2 pages très faciles à lire, très faciles à diffuser et à partager dans vos réseaux pour que plus d'hommes n'aient pas ce fameux syndrome de l'imposteur et qui puissent eux aussi embarquer dans… En fait, tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un système sportif qui soit plus équitable et égalitaire. Ça bénéficie à tout le monde. Alors, merci encore
Et soyez à l'affût, on aura certainement d'autres webinaires. Entre autres, je pense qu'on va en faire un sur le baseball féminin. Point d'interrogation. Et Vanessa pour animer. Alors, merci tout Si le je monde. pars à ma fin de carrière puis j'ai ça, là, je vais être heureuse. C'est bon. Merci. Bonne fin de journée.